Ok, parfait. Donc, bonjour à tout le monde. Merci de ce temps de partage. Moi, je vais rappeler très brièvement un petit peu les règles du jeu pour cette heure de partage ensemble. Donc, nous sommes sur un format webinaire, ce qui veut dire que les micros des participants ne sont pas ouverts. Et étant donné le nombre important de personnes qui vont se connecter ou qui se sont déjà connectées, il est compliqué de gérer les prises de parole. Donc, pendant toute l'heure, vous avez la possibilité de vous exprimer via le chat. Donc, c'est le menu conversation. C'est le petit bouton avec une bulle que vous avez sur votre écran. Et donc, vous pouvez faire part dans ce chat de vos observations, questions, remarques, témoignages. Et moi, je prends connaissance pendant toute l'heure du chat. Et sur la dernière partie, j'essaierai de reformuler pour que les intervenants puissent répondre ou réagir à vos remarques. Donc, je laisse le professeur Gilles introduire ce webinaire. Voilà, écoutez, bonjour à tous et à toutes pour ce quatrième webinaire qui semble confirmer son ancrage dans le paysage de la communication éthique et que nous espérons poursuivre. J'ai aujourd'hui, au nom du site Picto-Charentais de l'espace régional de réflexion éthique, la joie d'accueillir Nicolas Roumagne. Il se trouve effectivement que j'ai eu la chance insigne d'assister, après le master de Nicolas et de Guy, à la création de cette entreprise dont ils ont assigné d'emblée la mission qui est l'accompagnement de la personne âgée à domicile en institution. Le moins qu'on puisse dire est que euh, l'entreprise qu'ils ont fondée a démontré son utilité sociale qui est maintenant reconnue. Elle s'est étendue très largement en Nouvelle-Aquitaine. Et évidemment, c'est pour moi une joie profonde toujours de mesurer ce chemin parcouru. C'est tout naturellement, bien sûr, que cet accompagnement des personnes âgées a conduit l'équipe de Ressentez-vous à constater des tensions éthiques, des situations difficiles, d'où leur projet de créer un comité d'éthique. Euh, Nous avons essayé au niveau de l'espace de réflexion éthique de Nouvelle-Aquitaine, en tant que structure ouverte sur le monde et soucieuse d'une diffusion de la pensée éthique, de soutenir cette initiative dont aujourd'hui Nicolas Roumagne va nous parler en compagnie de Mathilde de Lucas, qui est référente éthique et membre du comité d'éthique de Ressentez-vous et psychomotricienne. Nicolas, Mathilde, nous avons hâte de nous entendre et il est temps pour ma part que je m'efface. Vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur Gilles, pour cette introduction. Merci à Lerena et à Miliani de nous laisser la possibilité de pouvoir présenter ce travail qui est relativement récent, puisque donc l'idée de cette intervention, c'est de vous témoigner un petit peu cette mise en place, à la fois la genèse de cette mise en place, pourquoi on a voulu mettre en place ce comité, son fonctionnement, et puis on vous partagera aussi un certain nombre de situations que nous avons traitées avec le comité, d'ailleurs, ou sans, et on rentrera dans le détail tout à l'heure. La première chose que je veux vous partager, d'abord quand même en quelques mots, qui est Ressentez-vous. J'ai vu qu'il y avait effectivement un grand nombre d'inscrits, donc j'imagine qu'il y a quand même quelques personnes qui ne connaissent pas totalement. Donc en fait, Ressentez-vous, entreprise solidaire d'utilité sociale qui intervient sur le Grand Ouest et plus particulièrement en Nouvelle-Aquitaine auprès d'environ 200 EHPAD, résidences et résidences, et puis aussi auprès de services à domicile et de collectivités sur des questions larges du bien vieillir. Donc en fait, on est une équipe mobile de prévention, de réadaptation, de conseils et de formation, et donc ce qui nous permet de voir un grand nombre de structures, qu'elles soient en institution ou à domicile. Et donc sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Donc en fait, la particularité de Ressentez-vous, c'est qu'on porte une philosophie d'accompagnement qui est inspirée des approches centrées sur la personne,
dont le père fondateur est Carl Rogers, mais c'est inspiré aussi de la méthode Montessori, d'un certain nombre de méthodes, en tout cas de philosophies d'accompagnement sur lesquelles on cherche à s'appuyer un peu au quotidien. Donc forcément, en portant cette philosophie, eh bien, nous tient à cœur un certain nombre de valeurs, de visions autour des questions de compétences de la personne, de montrer un peu le changement de regard qu'on peut avoir sur les personnes âgées qui vivent à domicile en institution, sortir un petit peu de cette image d'inactivité, de dépendance, pour montrer une image un peu plus positive, plutôt capacitaire des personnes. On travaille aussi beaucoup sur la question du choix, la question de la liberté d'aller et venir. Et forcément, en portant une vision comme celle-ci, on rencontre un certain nombre d'établissements dans lesquels il y a des difficultés d'organisation, de ressources humaines. Je ne vais pas vous partager l'ensemble des difficultés de nos partenaires parce que j'imagine que vous les connaissez bien. Mais forcément, en portant un horizon et une vision qui portent des sujets comme la liberté, le choix, la vision capacitaire, parfois on se heurte à des difficultés. Et c'est un peu la genèse de la mise en place de ce comité éthique, puisque en gros, les gens venaient candidater, postuler, travailler à Ressentez-vous en portant cette vision forte, cet horizon fort. Et des fois, un peu le ventre noué repartait de chez nos partenaires en disant en fait, c'est pas tout à fait ce pourquoi j'avais signé, parce qu'en fait, j'ai observé, j'ai vu, j'ai contribué à des décisions que je partage pas pleinement, etc., etc. Et donc, en fait, en nous partageant un petit peu ces conflits avec lesquels ils rentraient à la maison, on a fait un lien étroit entre les questions de qualité de vie au travail et d'éthique. Et il nous paraissait important, dans une situation post-Covid, parce que ce comité éthique a presque 3 ans, de mettre en place ce comité éthique. Donc avec 3 objectifs. Le premier, vous l'avez un peu, en tout cas j'ai commencé un peu à l'exprimer, celui de contribuer à réduire ces dilemmes éthiques ressentis par l'ensemble de nos professionnels. Alors c'est ponctuel, mais malgré tout, comment on traite ces sujets éthiques quand elles se créent chez les personnes. Le deuxième objectif qu'on s'était fixé, c'est comment on va promouvoir ces approches centrées sur la personne au sein de notre organisation. Et le troisième, il est lié avec l'externe. C'est quelque chose d'ailleurs sur lequel on va devoir travailler un peu plus, puisque du coup, on va en reparler, mais 3 ans, en fait, c'est long, mais c'est court pour mettre en place cette démarche éthique, avec cette idée de quelles sont nos conclusions, qu'est-ce qu'on en fait, comment on le mettra au travail avec nos différents partenaires pour arriver à réduire autant que possible ces questions de dilemmes, parce que souvent, quand il y a des dilemmes chez nos professionnels, ces dilemmes se retrouvent aussi au sein des établissements partenaires. Alors la composition, le professeur Gilles en a parlé un petit peu tout à l'heure. La première démarche qu'on a eue, c'est de rencontrer les RENA. Et c'est vrai qu'ils ont été force de proposition ou au moins de conseils sur comment constituer ce comité, comment le mettre en place. Et puis d'ailleurs, les RENA, on a pu les consulter alors très ponctuellement quand on en avait besoin. Et c'est vrai que ça a été une ressource importante aussi pour nous pour un peu cadrer et contenir un petit peu la démarche qu'on voulait mettre en place. On s'est bien sûr entouré de membres de l'ERENA, puisque c'était tout nouveau pour nous de mettre en place ces réflexions éthiques ouvertes sur l'extérieur, même si c'est quelque chose qu'on menait un petit peu en interne. Là, on avait l'ambition d'en donner une autre dimension, et donc on s'est entouré notamment de Michel Billet, bien sûr largement reconnu pour ses compétences éthiques et ses réflexions. Et puis Jean-Luc aussi Pfefferkorn, directeur du dispositif d'appui et de coordination de la Vienne, qui est aussi membre de l'ERENA et qui a une sensibilité aussi sur ces questions éthiques. Les autres personnes que vous voyez sur ce diaporama, elles étaient totalement novices de cette réflexion éthique il y a 3 ans. Elles le sont un peu moins aujourd'hui avec le cheminement qu'on a eu. Je commence par le bas. Ce qui m'importe, c'est pas tant les personnes que la représentation et ce qu'elles portent au comité éthique. L'idée, c'était de s'entourer de personnes qui avaient des particularités, des métiers différents, et donc qui leur permettaient de nous donner un point de vue différent. On a une résidente d'EHPAD, Huguette Graber. On a aussi quelqu'un qui a plutôt un rôle d'aidant, quelqu'un qui a plutôt un rôle de management en EHPAD, et puis des aides-soignantes, et puis une ancienne directrice d'EHPAD. Ce qui nous importe ici, c'est qu'on n'a pas été chercher des représentations
ou des gens qui ont une représentation politique, comme ça aurait pu être le cas avec la CDCA ou avec la FNADEPA ou d'autres fédérations. L'idée, c'était vraiment que ces gens aient des rôles de représentation, mais qu'ils n'aient pas une représentation politique au quotidien, pour essayer d'aller chercher un peu le cœur de leur quotidien, pour qu'ils nous le partagent. Au sein de Ressentez-vous, on a forcément une commission un peu restreinte de ce comité, avec un fonctionnement particulier, puisque dans le même temps, il y a 2 ans, Ressentez-vous a fait un travail de transition managériale autour des questions de la gouvernance partagée notamment. Et ce comité éthique s'inscrivait un peu dans cette dynamique, ce qui fait qu'on a mis en place des rôles particuliers. Donc moi, je tiens le rôle de superviseur. Mélissa, qui est notre psychologue, tient un rôle de pilote. Et puis 2 membres issus de nos équipes de terrain, en l'occurrence Kevin Deloulé et Mathilde Lucas, qui est présente aujourd'hui. Elle pourra vous partager un petit peu son retour tout à l'heure. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans ce fonctionnement-là, les 3 personnes, le superviseur et les 2 référents éthiques, comme d'ailleurs les membres, ont un mandat, si on peut l'appeler comme ça, en tout cas de 3 ans, pendant lequel ils s'engagent à venir régulièrement dans ce comité, à raison de 3 fois par an, pour partager des situations éthiques. La particularité des référents éthiques, c'est qu'on a fait le choix de les élire d'une manière un peu particulière, puisqu'on utilise un outil d'intelligence collective qui s'appelle l'élection sans candidat, et donc qui nous permet de mettre l'ensemble de nos thérapeutes, de nos équipes, autour de la table, souvent autour d'une caméra, pour discuter un petit peu de qui se sent légitime et qui serait prêt à venir contribuer à ce travail spécifique. Et donc tous les 3 ans, ça change. Pour l'instant, c'est le premier mandat et on est en train de le finir. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, ce qui est aussi important à comprendre, c'est dans quel cadre ces situations éthiques qui nous sont rapportées, ces dilemmes éthiques qui nous sont rapportés, se fait. Puisque Ressentez-vous est une équipe externalisée de nos différents partenaires, eh bien, en fait, ces dilemmes se trouvent au carrefour de 3 éléments qui nous paraissent essentiels. D'abord, celui de Ressentez-vous et de son organisation, puisque du coup, en allant à la fois régulièrement, mais tout de même sur une fréquence, enfin, en tout cas sur une durée limitée chez nos partenaires, eh bien, cette organisation a un certain nombre de limites, que ce soit en termes de légitimité, que ce soit en termes d'organisation de l'établissement, et plein d'autres problématiques, qui fait que porter une vision éthique dans un établissement, qui est un client, partenaire, etc., eh bien, c'est pas toujours simple. Et donc ça, c'est en tout cas le premier contexte de ces dilemmes qui se créent. Le deuxième contexte, c'est, j'ai mis moi thérapeute, parce que forcément, nos professionnels vont dans l'établissement, souvent de manière hebdomadaire, mais des fois de manière un peu plus courte. Et donc, elles viennent avec leurs propres problématiques. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle cette année, on a fait le choix, dans notre plan de développement de compétences, de former l'ensemble de notre équipe à la question de la communication non violente. Parce que forcément, ça réveille des conflits internes liés à sa perception, à son histoire, à sa représentation du métier, etc. etc. Et ça aussi, c'est quelque chose qui amène des dilemmes. Et puis, forcément, la troisième partie prenante qui amène ces dilemmes-là, c'est nos partenaires, que ce soit dans le domicile, que ce soit dans les organisations, dans les EHPAD, dans les résidences, parce qu'on observe un certain nombre de difficultés. Je ne vais pas y revenir, on pourra en reparler un petit peu tout à l'heure dans les questionnements, qui sont propres au médico-social, et plus particulièrement en ce moment, même si malheureusement cette situation dure depuis plusieurs années, que ce soit sur la représentation qu'on porte sur le grand âge et les organisations du grand âge, que ce soit les difficultés et l'attractivité qu'il peut y avoir et les recrutements par défaut, etc., etc. Toutes ces problématiques, qu'elles soient organisationnelles ou politiques, et du coup, entraînent ces dilemmes éthiques qui nous sont rapportés assez régulièrement. Donc c'est un peu au carrefour de ces trois parties prenantes, si je peux l'appeler comme ça, que les situations éthiques nous sont rapportées et sont saisies au sein de Ressentez-vous. Que je puisse vous expliquer, alors c'est relativement bref, mais on pourra y revenir dans un second temps dans la partie questions, mais un petit peu le processus qu'on a mis en place avec un certain nombre d'écueils qu'on a retrouvés sur cette année, que ce soit sur la fréquence, sur la confiance au sein de ce comité éthique, puisque vous allez voir,
ils se regroupent quand même que 3 fois par an, donc c'est compliqué aussi de créer un climat de confiance, mais Mathilde va y revenir. Donc, dans le processus, le premier élément, c'est la question du recueil. C'est la partie la plus difficile. Arriver à sensibiliser suffisamment nos équipes pour faire prendre conscience de ce qui est une situation éthique et ce qui ne l'est pas. Et donc, dans un premier temps, on a fait le choix de leur demander de remonter le plus possible de choses. Et donc, forcément, il y a eu des confusions entre ce qui est potentiellement un CSE, ce qui est un comité éthique, ce qui est une problématique d'organisation, ce qui est une problématique d'éthique. Donc, en fait, on leur a demandé de faire remonter le plus possible de choses et on a vu que ça a été difficile de saisir ce comité éthique parce que difficulté à comprendre ce qui est éthique. Et ça a d'ailleurs été un gros apprentissage, j'y reviendrai tout à l'heure. En tout cas, on a eu quand même un certain nombre de remontées, Mathilde va en reparler, sur comment on capte et comment on recueille ces situations. Le deuxième temps, c'est la préparation de la situation pour la ramener au comité éthique. Bien sûr, il y a des enjeux d'anonymisation, on y reviendra tout à l'heure. Je vais enlever la faute d'orthographe en même temps que je perçois. Et puis, on essaie de partager en amont au comité éthique cette situation pour qu'il puisse s'en imprégner et arriver lors du comité éthique avec au moins les grandes lignes de cette situation, voir les dilemmes éthiques, voir les références et les connaissances auxquelles cette situation fait penser. Le troisième temps, c'est justement le comité éthique en tant que tel, auquel je ne contribue pas en tant que directeur. C'est quelque chose, je m'y arrête quelques minutes parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure dans les membres, mais on a fait le choix, pour ce premier mandat en tout cas, de retirer les membres de la direction dans le comité éthique, en discutant que ce soit avec les RENA et puis avec les membres internes. On s'est dit que peut-être que pour la première fois, ça serait plus simple et on pourrait parler peut-être plus librement si un membre de la direction ne contribuait pas à ce comité éthique en tant que tel. Ce qui est chose qu'on a fait dans un premier temps. Et on voit aussi potentiellement des limites. Je pourrais, à la fois des avantages, mais aussi des limites, et je pourrais y revenir dans les apprentissages à la fin. Donc, j'ai parlé de la fréquence, donc la durée, à peu près sur une demi-journée, hein, et la méthodologie, Mathilde y reviendra tout à l'heure. Le quatrième temps, c'est celui de la rédaction et de la validation d'un compte-rendu, dans lequel il y a un certain nombre d'éléments un peu factuels, des choses qui sont dites, comment la réflexion a été menée, et quelles sont les grandes conclusions, les grandes orientations que le comité a retenues au vu de la situation telle qu'elle a été décrite. Et puis le dernier temps, c'est la question du partage des conclusions. Alors, on a fait le choix dans un premier temps, parce qu'on ne se considérait pas suffisamment mature, de partager nos conclusions seulement en interne. Puisque, comme je vous l'ai dit en introduction, l'objectif premier était de contribuer à limiter les conflits éthiques internes. Et on ne se sentait pas suffisamment, en tout cas, on ne se sent pas suffisamment mature aujourd'hui pour partager nos conclusions en externe. Mais c'est un sujet qu'on a abordé récemment avec les membres du comité pour voir dans quelle mesure on pourrait partager nos conclusions et dans quelle mesure ça pourrait servir à la fois nos partenaires, mais potentiellement d'autres sur les réflexions qu'on mène. Mathilde, je te propose de te passer la parole pour rentrer un peu dans le détail de ce fonctionnement. Oui, alors bonjour à tous. Alors moi, je vais vous donner un point de vue très concret de l'organisation du comité, d'un point de vue très pratique, voilà comment ça se passe. Donc Nicolas, effectivement, parlait tout à l'heure d'une possibilité de saisie. Donc on a une saisie qui se fait par l'intermédiaire d'une fiche de saisie en ligne que nos collègues peuvent remplir de manière complètement autonome et qui nous arrive après. Ça peut aussi être parce qu'effectivement, il va y avoir un thérapeute qui interpelle un des membres du comité éthique en lui parlant d'une situation de vive voix et à qui on demandera après de saisir la fiche pour que nous, on ait quand même des choses écrites sous la main. Et puis, ça peut être aussi, ça fait partie du rôle du référent éthique d'avoir une petite lumière tout le temps allumée par rapport aux échanges qu'il peut percevoir avec ses collègues, que ce soit de manière informelle, que ce soit dans tous les temps de réunion partagés, en se disant « Ah, est-ce que là, du coup, il n'y aurait pas un sujet éthique qu'on pourrait rapporter en comité ?» Donc, voilà un peu comment on trouve les situations. Mais ça aussi, je pense que c'est une habituation, une accoutumance qui va venir petit à petit à Ressentez-vous de pouvoir saisir le comité éthique.
Donc ensuite, il y a un échange entre les membres même si la saisie elle se fait de manière autonome, il y a un membre du comité qui revient vers le thérapeute pour bien accuser réception de la situation, pour voir aussi si c'est bien une situation qui relève du comité, comme disait tout à l'heure Nicolas, ou s'il y a besoin de réorienter vers la personne vers une autre instance de Ressentez-vous. Et puis après, effectivement, la situation on va aussi vérifier qu'on ait assez d'éléments, assez de matière pour réfléchir sur la situation, même si on n'a pas forcément besoin d'avoir tous les tenants et les aboutissants, mais il nous faut quand même assez de matière pour comprendre le contexte. Et effectivement, après, comme je me répète un peu aussi, mais la situation va être anonymée pour pouvoir effectivement garantir la confidentialité du thérapeute qui saisit, mais aussi de la structure ou du partenaire avec qui dans quel cadre il a reçu cette situation. C'est bon pour moi, Nicolas. Les exemples de situations, alors je pense qu'il y en a beaucoup qui vont vous parler parce que forcément, on n'est pas très originaux dans nos dilemmes éthiques. Alors, il y en a, je pense qu'on peut tous partager. Par exemple, effectivement, tout ce qui va être contention, prise de risque, droit à la prise de risque. Donc, voilà, typiquement, une unité d'hébergement où les portes sont fermées la nuit, par exemple. Ça peut interroger le thérapeute ou effectivement simplement la contention qui empêche un résident de marcher. Ça peut être les mesures sanitaires. Jusqu'à quand l'isolement? Pourquoi est-ce qu'on remet les masques? Pourquoi est-ce qu'on reprend l'isolement en dehors du Covid maintenant quand il y a potentiellement une épidémie gastro ou autre? Comment est-ce qu'on peut avoir recours à ça et dans quelles limites? Ça peut être aussi jusqu'où est-ce qu'on peut solliciter la personne, le résident, par exemple, qui refuse une activité. Est-ce qu'on peut lui laisser le choix? Est-ce qu'on participe à un syndrome de glissement? Jusqu'où? Comment? Puis après, il y a peut-être des choses un peu plus spécifiques à Ressentez-vous, où on a une position spécifique d'aller avec les partenaires avec l'objectif de faire du compagnonnage, de faire du transfert de compétences, de connaissances. Mais du coup, à quel point est-ce qu'on garde notre identité métier? À quel point on ne surcharge pas les collègues avec qui on parle? Voilà, des choses qui peuvent être très générales, mais aussi peut-être plus spécifiques à Ressentez-vous. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Nicolas, sur les situations Non, on pourra y revenir par la suite. Ce que je peux juste te partager, c'est que il n'y a pas de grandes inventions sur les situations éthiques. L'idée, c'est vraiment de traiter des situations du quotidien et les exemples qu'on a pris sont de vraies situations du quotidien qu'on a connues. Et c'est vrai que c'est à chaque fois, en fait, l'idée, c'est que le thérapeute qui ressent un espèce d'inconfort ou une espèce de gêne dans sa pratique, dans sa qualité de vie au travail, ne reste pas avec ça. Voilà. Et puisse le partager, parce qu'encore une fois, voilà, ce qu'il vit lui, il y a peu de chances qu'il soit le seul à le vivre. Donc effectivement, ça mérite de s'y arrêter, ça mérite de prendre du recul et d'être éclairé surtout par différents regards. C'est-à-dire, voilà, pas rester en vase clos, et c'est tout l'intérêt du comité. On l'a pas évoqué, mais le comité éthique ne traite jamais de situation urgente. C'est quelque chose qu'on a défini, on pourra y revenir un petit peu tout à l'heure. C'est possible de traiter une situation éthique qui a plus de 6 mois, avec l'idée d'apprendre, en tout cas de définir des grandes conclusions sur une situation qui s'est passée. Pour tout ce qui est de l'ordre de l'urgence, c'est plutôt on va dire des comités internes qui traitent ces sujets-là, mais le comité éthique n'est pas fait pour ça. Alors, comment se déroule le comité éthique? Donc, c'est 3 fois par an en présentiel. Donc, là, on se réunit pendant ce mandat, on s'est toujours réunis à Poitiers avec tous les membres que Nicolas vous a présentés tout à l'heure. Nous, on est alors entre Mélissa, qui est la pilote, et les 2 référents éthiques. On se répartit un peu les rôles. Il y a quelqu'un qui se charge un peu plus de l'animation, quelqu'un qui va se charger de la prise de notes, et puis un maître du temps, parce que ça va être très important, parce qu'une fois que les réflexions sont lancées, quelle que soit la méthode choisie, il faut borner, parce que voilà, 2h30, pas plus, et il faut qu'on déroule toute la réflexion. Donc, à chaque fois, il y a un temps qui est pris sur qu'est-ce qui s'est passé depuis le dernier comité, puisqu'après le comité, je vous en parlais tout à l'heure, il y a une restitution qui est faite à l'ensemble des thérapeutes Ressentez-vous. Donc, on leur fait un retour sur la restitution, la reprise de la situation éthique traitée. Et puis, effectivement, on partage une nouvelle situation qu'ils ont donc eu
par écrit en amont pour pouvoir effectivement déjà avoir pris un peu de recul. Alors, sur la méthodologie choisie, on ne s'est pas arrêté sur une méthodologie. Alors, peut-être aussi parce que c'est notre premier mandat et qu'on a essayé pas mal de choses, mais peut-être aussi parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait besoin d'une méthode sur laquelle on s'arrête de manière définitive. Je pense que selon les sujets, selon la dynamique qu'on veut apporter, il existe plusieurs méthodologies. On a essayé des fois effectivement de regarder la situation traitée par le prisme des grands principes éthiques, ou alors plutôt une représentation par rôle, c'est-à-dire parce que comme on a la chance d'avoir plein de regards différents, en tant que directeur, quel est le regard porté sur la situation, en tant que thérapeute, en tant que famille. En fait, l'idée, c'est que trouver une méthode qui convient à tout le monde et qui permet aussi petit à petit de partir d'une situation brute et d'en tirer un petit peu les fils, d'étirer pour en tirer, alors c'est pas vraiment des conclusions, mais en tout cas une prise de hauteur. Une fois qu'on s'est quitté, il y a un compte-rendu écrit qui est fait, alors assez brut, de toutes les réflexions qui ont été menées pendant ces 2h30, qui est transmis aux différents membres du comité pour qu'il soit validé, pour qu'il soit complété si on a oublié des choses. Voilà concrètement comment se passe un comité éthique. Et après, il y a une autre étape, parce que quand on a la chance de pouvoir le vivre, c'est super, mais on n'est que 3 de Ressentez-vous à pouvoir vivre ces comités. Donc, c'était important quand même de le transférer à tous les collègues. Donc là, on a fait le choix de mobiliser l'ensemble des salariés de Ressentez-vous des thérapeutes de Ressentez-vous sur une réunion hebdomadaire ou en effectif complet. Donc là, en distanciel, effectivement, en visio, où on reprend un peu en fait le même cheminement que ce qui s'est passé avec le comité éthique en présentiel. Donc avec la présentation de la situation, le partage des dilemmes en présence. Alors comme on est nombreux, on se répartit en général sur 3 salles différentes pour qu'effectivement l'échange soit plus fluide. Et pendant 40-45 minutes, les collègues sont invités à discuter sur cette situation éthique et à apporter leur regard. L'idée, c'est aussi de un peu dédiaboliser ce grand mot d'éthique, d'en arriver à la conclusion qu'on en fait tous un peu et que toutes ces situations qui sont relevées, justement touchent à ces principes, mais en même temps, tout le monde est capable d'apporter son avis. Et puis après, il y a un temps de restitution où on revient en groupe complet et on parle un peu de ce qui a été évoqué dans les différents groupes. Et un temps où on rapporte la réflexion du comité éthique en présentiel en leur disant, nous, pendant 2h30, on a avancé sur le même sujet et voilà un peu ce qu'il en est ressorti en termes de conclusion. Et alors, la dernière slide, c'était un peu plus personnel sur ce rôle de référent éthique. Alors, l'élection sans candidat, c'est très flatteur et très bon pour l'ego parce que, on se sent mis projeté à une place de confiance. On se dit que nos collègues nous font confiance pour avoir ce rôle de référent éthique. Et puis après, très vite, quand même, on se demande ce qu'on fait là. Alors, ça a été le cas de 90% des personnes du membre de ce comité éthique. La première fois qu'on s'est réunis, c'était partagé par l'ensemble des participants, c'est-à-dire je me demande bien ce que je fais là et je me demande bien ce que je vais pouvoir apporter à ce comité éthique. Alors, c'était bien que ce soit partagé, comme ça on est parti sur les mêmes bases, mais je pense que c'est le cas de tout le monde, c'est-à-dire des professionnels de l'éthique. Je pense qu'il n'y en a pas tant que ça. Par contre, des gens qui sont capables de discuter d'éthique, je pense que ça, c'est un peu le cas de tout le monde. Donc, c'est vrai que ça permet, c'est vraiment un temps pour penser. Moi, voilà ce que ça m'a apporté, c'est que ça m'apporte un temps pour prendre de la hauteur, pour faire un pas de côté, pour se nourrir des regards des autres, pour être... Alors, l'avantage d'avoir aussi justement un peu plus des professionnels de l'éthique avec nous, c'est que ça permet cette alimentation, des fois même philosophique par rapport à une situation. Donc ça, c'est très riche. Et puis, ça permet surtout encore une fois, de démystifier cette éthique, de pouvoir s'en saisir plus facilement dans notre quotidien et même auprès des soignants. J'ai mon collègue Kevin, qui est aussi référent éthique, qui lui pointe des fois à des collègues en EHPAD ou ailleurs. Mais là, qui parle, par exemple, en transmission. Mais là, tu es en train de faire de l'éthique. En fait, ce que tu es en train de faire, c'est l'éthique et mettre le mot
du coup, ça permet de faire le lien entre ces instances-là qui semblent des fois réservées à une espèce d'élite et le quotidien. Et en fait, il n'y a pas de distance. Effectivement, on n'est pas, notamment sur les temps de transmission, sur les temps de réunion, il y a des temps d'éthique. Moi, ça m'a permis aussi de m'en saisir très concrètement sur des ateliers sur la qualité de vie au travail des soignants pour mettre un peu en mouvement cette réflexion éthique en proposant des situations, pas forcément internes à l'établissement, aux équipes, mais encore une fois, un temps pour penser, un temps pour aller au-delà de sa réaction première. Voilà, moi, Mathilde, je réagirais comme ça. Alors oui, mais moi, Mathilde, psychomotricienne dans cet établissement, voilà, comment est-ce que je pourrais réagir? Qu'est-ce qui me touche? Voilà, prendre un peu de distance. Ça, c'est quand même le gros avantage du comité éthique. Les limites, pour moi, c'est effectivement quelle trace on laisse, quelle archive, quelles ressources consultables par mes collègues et autres. La mise à l'écrit, c'est quand même beaucoup plus compliqué de se retrouver autour d'une table à discuter. Donc, ma limite, c'est ça, c'est pouvoir formaliser les choses plus à l'écrit peut-être. Et puis, la limite, que sûrement je ne serai pas la seule à ressentir, c'est le temps accordé justement à cette réflexion, à la possibilité de se nourrir en amont des situations pour aller rechercher, par exemple, ce que dit la loi, par exemple, parce que c'est aussi des choses sur lesquelles on doit s'appuyer en termes d'éthique. Et là, des fois, on se sent un peu pressé. Mais voilà, ça, c'est aussi souvent le jeu. Voilà pour moi. Maintenant, on est disponible pour les questions. Une petite mini conclusion sur les différents apprentissages qu'on a pu avoir dans le cadre de ce comité. Je me permets de citer Edgar Morin, parce que le premier apprentissage, c'est la complexité. Percevoir que toutes les situations éthiques sont complexes et que les différents points de vue sont nécessaires pour mener cette réflexion et pour aborder des conclusions. Il dit que la pensée doit affronter la contradiction, et la question de contradiction, c'est le cœur de notre réflexion éthique. Ce qui est difficile, c'est que dans nos conclusions ne sont très individualisées au vu des différentes situations. Ça, c'est le premier apprentissage. Le deuxième apprentissage que moi j'ai vu, là plutôt sous une casquette de direction, c'est l'importance de créer l'espace. L'importance de créer l'espace dans lequel on va déposer quelque chose. Et donc, du coup, d'une sorte de validation de la direction que c'est pas normal de rentrer chez soi avec une boule au ventre, parce que j'ai vu que il y avait des soignantes qui avaient fermé à clé les portes avant de partir la nuit, parce qu'ils ne voulaient pas qu'un tel résident ou une telle résidente embête les autres résidents. Et donc, toutes ces boules au ventre-là, elles sont déposées. Elles sont déposées et il y a bien des experts, ou en tout cas un comité, parce que tout le monde n'est pas expert dans ce comité, va pouvoir réfléchir à cette question éthique. Le troisième apprentissage, et qui était un des premiers freins quand on a voulu mettre en place ce comité, c'est est-ce qu'on doit avoir une formation spécifique pour mener à bien des réflexions éthiques? La réponse est est-ce qu'on doit monter en compétences ou est-ce qu'on a une formation spécifique? Parce que souvent, dans formation spécifique, on entend certification, qualification, etc. À cette question, je dirais non. Par contre, sur la question de la montée en compétences, je pense qu'elle est nécessaire. Et à un moment, il faut se lancer. Et c'est la raison pour laquelle, on a eu l'espace de réflexion éthique du CHU qui a été un appui pour nous et on a pu assez rapidement, assez facilement avoir un certain nombre d'allers-retours. Notre pilote s'est aussi formé par des webinaires dans le cadre de l'espace éthique de l'Île-de-France qui sont assez dynamiques sur, non pas que je veux faire concurrence à l'IRENA, mais c'est aussi un espace éthique qui est très très dynamique et du coup qui offre un certain nombre de supports sur lesquels elle a pu se former. Et puis l'encadrement d'avoir des gens qui ont l'habitude de ces réflexions et qui sont au sein de ce comité. Je prends l'exemple encore de Michel Billet, mais à chaque fin de comité, il prenait souvent une demi-heure avec nous pour nous partager un petit peu ce qu'il a perçu comme étant une vraie réflexion éthique ou ce qui était des fois un pas de côté. Et donc, je crois qu'en 3 ans, l'ensemble du comité éthique a monté en compétence sur cette question de la réflexion éthique. Et puis peut-être en conclusion, c'est quoi les perspectives, les 2 grands champs que le prochain mandat, le prochain comité, en tout cas dans le cas du prochain mandat, travaillera? C'est d'abord la question des conclusions. Qu'est-ce qu'on fait des conclusions? Comment on est en mesure de le partager? Comment on le traduit éventuellement pour que ce soit des documents un peu
en open source destiné à l'ensemble de nos partenaires, mais peut-être potentiellement plus largement. Et là, il y a un vrai travail à faire pour que ces conclusions soient entendables de l'extérieur. Et puis, j'ai envie de dire appel à candidature, puisque le dernier comité éthique de ce mandat se finit fin septembre. Et donc, du coup, on va reconstituer ce comité. Et si certains d'entre vous sont intéressés pour venir y participer avec nous, ce sera avec grand plaisir de pouvoir vous accueillir. Merci beaucoup tous les deux. Le partage d'expérience est très, très intéressant et enrichissant. Il y a plusieurs réactions dans le chat. En lisant tout ce qui est exprimé et demandé, je vois quatre domaines un peu de réflexion ou de demande de précision. Le premier, je vous livre les quatre et puis après on voit comment on fait. Le premier, c'est quelle communication vous avez fait, quelle visibilité vous essayez de porter sur la réflexion éthique auprès à la fois de vos équipes et peut-être aussi auprès des équipes des partenaires chez qui vous allez. Donc, est-ce qu'il y a eu une démarche de communication particulière avec des outils particuliers? Comment est-ce que vous avez traité cette question-là de la visibilité et de la clarté aussi du message et de la proposition de ce nouveau comité d'éthique? Le deuxième point, c'est ce que tu évoquais là, Nicolas. Je pense qu'effectivement, la question des écrits et des avis qui sont rendus, elle est importante. Il y avait une des questions qui portait sur le périmètre de transmission. Est-ce que ça reste interne aux membres du comité d'éthique? Donc, on a vu qu'il y avait deux niveaux, hein, la commission interne, la commission plus plénière. Est-ce que vous diffusez ensuite auprès de l'équipe qui a été exposée à la situation, ou est-ce que vous faites une diffusion plus large et que finalement chaque situation qui est anonymisée évidemment peut aussi enrichir les réflexions dans d'autres équipes? Donc c'est la question de l'écrit, et avec en sous-jacent, est-ce qu'il y a un outil? Est-ce que vous utilisez une méthodologie particulière pour essayer donc de problématiser et d'avoir une lecture éthique des situations concrètes qui sont remontées? Donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième, je pense que c'est aussi une question d'outils et ça porte plus sur votre fiche de saisine que vous avez mise en place. Et certaines personnes sont intéressées de savoir comment vous avez déterminé les critères, les champs qui sont complétés. Et ensuite, comment est-ce que vous déterminez si ça rentre dans le cadre d'une réflexion éthique ou alors si c'est une autre commission, un autre dispositif qui est plus compétent pour répondre. Ok, merci pour ces questions. J'ai envie de commencer par la fin. Ouais. Déjà, c'est celle que je retiens le mieux, puis de toute façon, on essaiera de les parcourir toutes les quatre. Alors, comment on décide et comment on choisit? Et surtout, Mathilde, n'hésite pas à m'interrompre pour aller un petit peu plus loin si je ne suis pas suffisamment clair. Alors, sur la fiche, je vais laisser Mathilde revenir sur un peu quels sont les champs. Moi, je vais juste plutôt partager sur comment on décide de cette situation plutôt qu'une autre. Aujourd'hui, sincèrement, quasiment aucune situation a été remontée dans lesquelles on s'est dit ça relève pas de l'éthique. On n'a pas beaucoup de situations déjà. Et à chaque fois, on a bien compris, enfin en tout cas les professionnels ont bien compris que pour nous, l'éthique, elle est dans ce cercle dont je parlais tout à l'heure, dans ce dilemme de j'ai une boule au ventre, il y a ressentez-vous, il y a le partenaire, il y a moi, je la partage. Donc, il n'y en a aucune situation où on s'est dit ça relève pas d'éthique. Après, comment on l'a choisi? On se retrouve en commission interne et un peu on décide des grandes orientations. L'idée, c'est de ne pas reprendre des situations qui font appel à des références théoriques qui sont déjà traitées ou qu'on a traitées de manière un peu différente.
Et puis, on discute parce qu'en fait, souvent, le référent éthique ou le pilote éthique a eu la personne et aussi en fonction de la perception qu'il a pu avoir du nœud que cette personne a, et bien du coup, on va orienter notre choix vers ce type de situation. Je te laisse, Mathilde, rebondir sur qu'est-ce qu'il y a dans cette fiche concrètement, sachant que je reviens sur cette question de la fiche, elle est vraiment, vraiment, vraiment pas la panacée. Je trouve qu'on va plus trouver des situations éthiques en réunion, en discutant de manière informelle, sur différents projets, etc., que réellement sur la fiche. Je ne sais pas le nombre exact en 3 ans de personnes qui ont rempli les situations, enfin les fiches de situation. Je ne sais pas si tu as le chiffre, Mathilde, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait énormément. Non, j'ai pas le chiffre. Cette trame, on l'a conçue au départ un peu peut-être pour rassurer nos collègues sur effectivement quoi mettre, quoi expliciter dans cette fiche. Donc en fait, on l'avait pensé avec 2 modalités. Une modalité qui est un peu plus une modalité de saisie directive, avec dans quel contexte, voilà, pour aider la personne par des questions simples. Voilà, depuis quand est-ce qu'il y a un partenariat avec Ressentez-vous? Est-ce qu'il y a d'autres thérapeutes qui interviennent? Pour aider la personne à décrire de manière assez exhaustive la situation. Et il y a aussi un champ libre. Et en fait, alors, les gens se saisissent surtout du champ libre et peut-être même souvent passent par mail directement, puisque voilà, le comité éthique a une adresse mail. Et en fait, dans le corps de texte du mail, la personne raconte de manière assez brute sa situation et souvent termine par voilà, comment je me suis sentie et voilà ce qui me questionne et voilà. Et maintenant, je vous ai remis ça. Donc en fait, ça se passe souvent comme ça, mais je rejoins Nicolas et ça c'est pas évident, même pour nous en tant que référents, d'avoir toujours la petite veilleuse dont je parlais tout à l'heure, de se dire ah mais attends ça, choper des situations comme ça un peu au vol dans les discussions pour venir nourrir le comité. Et ça, je pense que c'est pour le coup c'est un de nos rôles vraiment important. Je pense aussi que c'est une routine qui devrait se prendre, que ce soit Ressentez-vous dans les établissements, que les gens prennent le temps de saisir le comité. Et voilà, une routine, des fois, ça met du temps à se mettre en place. C'est voilà, vraiment une habituation. Donc, je pense que le fait de faire vivre le comité en équipe complète, donc 3 fois par an après chaque comité, ça permet d'ancrer le fonctionnement. Et puis, voilà, que chacun sache, bah oui, moi, ça me fait penser à une situation. Bah, tiens, moi aussi, je pourrais saisir le comité. Il y a aussi la mise en valeur de le retour, et ça on l'a pas trop exploité sur ce mandat, mais des témoignages sur qu'est-ce que ça fait de saisir le comité, déjà la difficulté, mais aussi quel retour, avec quoi on en ressort, parce que c'est quand même super aidant pour la personne en général qui a saisi le comité, qui se retrouve avec une situation personnelle éclairée par plein de projecteurs différents. Faut qu'il en tire un bénéfice, parce que si je saisis le comité, c'est pas pour qu'ils me disent comment je dois faire ou comment j'aurais dû réagir, c'est pour juste qu'ils me permettent de prendre un certain recul. Donc ça, c'est aussi par ces témoignages-là qu'on va donner envie aux gens de saisir. Parce qu'encore une fois, c'est quand même si c'est anonymé, c'est quand même un projecteur qui est fixé sur vous. Donc ça peut aussi faire peur, parce qu'on se remet en question sur nos pratiques. J'aurais dû réagir comme ça, j'aurais dû faire comme si j'avais fait comme ça, ça ne serait pas passé comme ça. Parce qu'il ne s'agit pas juste de dire c'est le partenaire qui dysfonctionne. C'est encore une fois, comme disait Nicolas, c'est moi avec mes missions de Ressentez-vous et la rencontre avec une situation qui fait que je suis dans un dilemme. Voilà, donc c'est vraiment faire la part des choses entre qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui appartient à l'autre et comment faire avec tout ça. Voilà. Ça rejoint la dernière observation qui est faite là dans le chat. Effectivement, avec du recul, quelles répercussions sur les équipes? C'est-à-dire comment est-ce que, avec un petit peu de 3 ans de recul maintenant, est-ce que c'est perçu comme positif, comme voilà, une réflexion positive, et comment est-ce que les équipes le ressentent, le vivent? Difficilement, moi je préférerais que ce soit toi, Mathilde, qui réponde, puisque tu fais partie directement de l'équipe. Alors, au-delà de juste la personne qui a saisi le comité, parce qu'évidemment, ça fait pas beaucoup de personnes par an. Alors, ce qu'on n'a pas dit aussi tout à l'heure, c'est que comme on n'a que 3 comités, on n'a pas beaucoup de saisies, mais on a quand même plus que 3 saisies. Donc là, on s'est autorisé aussi à certaines situations à les faire vivre en comité éthique avec l'ensemble de l'équipe Ressentez-vous. Là, on entend beaucoup ta perceuse, ton chantier, je crois.
Donc il y a aussi ça, c'est-à-dire que voilà, pour permettre aussi à tous ceux qui ont saisi le comité et dont la situation relève d'un comité éthique puissent avoir un retour, puissent avoir une réponse. J'ai perdu. Oula, après, je pense que le temps pour penser n'est jamais perdu. Je pense que chaque fois, ça nous nourrit chacun à un niveau différent, mais ça permet quand même vraiment une prise de hauteur sur les situations, puis se rend compte que voilà, même ma collègue psychomote, qui a la même formation que moi, qui travaille aussi à Ressentez-vous, et ben elle, par exemple, elle n'a pas vécu la situation de la même façon et elle peut m'amener un éclairage différent. Donc cette prise de hauteur-là, je pense que c'est ressenti positivement. Après, est-ce que 3 fois par an, ça suffit? Est-ce que ça ferait que ce soit une routine, une vraie routine de réflexion de travail, peut-être? Après, c'est des modalités d'organisation qui peuvent aussi évoluer et s'il y a vraiment une situation, peut-être que le règlement intérieur peut permettre une réunion exceptionnelle en fonction des saisines, c'est possible. Je reviens juste sur un des premiers points, puis après on laissera quand même 10 minutes à Monsieur Gilles. C'était la question de la communication et de la visibilité, la façon dont vous avez communiqué sur ce comité d'éthique et auprès de qui et comment. Donc là, vous avez dit que vous aviez une adresse mail qui était dédiée, donc je pense que c'est déjà un point d'entrée important et qui n'est pas personnalisé, c'est-à-dire c'est une adresse mail générique, si j'ai compris. Et quels outils autres est-ce que vous avez utilisés? Je suis désolé, j'ai des travaux qui ont repris. Est-ce que Mathilde, tu peux commencer sur la partie communication interne-externe et puis après, si ça s'arrête, je reprendrai. Alors, moi, je suis plus à l'aise sur l'interne que sur l'externe. Sur l'interne, en fait, le comité éthique est présenté au même rôle que les autres instances de Ressentez-vous. Il y a vraiment une communication qui essaie d'être claire sur, effectivement, quand Nicolas parlait de gouvernance partagée, c'est-à-dire qu'on peut investir des rôles à Ressentez-vous. Donc, effectivement, il y a le CSE, il y a les référents thématiques qui animent des réunions, il y a les parrains et les marraines pour les nouveaux. Donc ça, à chaque fois, c'est présenté en termes d'instances différentes auprès des thérapeutes et les rôles sont définis à chaque fois. Et la communication, effectivement, est assez clarifiée sur ces différentes instances en interne. Et le fait qu'il y ait des réunions régulières permet de réactiver à chaque fois, voilà, parce qu'il y a aussi des nouveaux sur le pourquoi du comité et le fonctionnement du comité. Sur l'externe, peut-être que oui, Nicolas va se saisir d'écouteurs, peut-être. Sur l'externe, je pense que c'est peut-être justement ce dont tu parlais tout à l'heure sur le fait que c'est l'enjeu du prochain mandat, de la suite aussi. Tu veux reprendre la main, Nicolas? Tu crois que tu peux? Je suis désolé, on n'a vraiment pas de chance. Ça tombe pile au moment où Oui, on t'entend. vous m'entendez quand même. Du coup, j'entendais vaguement ce que tu disais sur. Ah, ça y est. Sur l'interne. Sur l'externe, on a très très peu communiqué. On communique un petit peu avec nos partenaires quand on sent qu'il y a besoin suite à des situations qui se sont passées dans l'établissement, ce qui nous est jamais arrivé aujourd'hui, parce que quand on parle d'anonymisation, moi personnellement et le comité aussi n'est pas au courant ni de qui a saisi la situation, ni de l'établissement dans lequel la situation s'est passée. Donc ça nous a jamais arrivé de communiquer en externe avec le partenaire pour l'instant. Et puis sur l'externe, je parle les réseaux, le site, etc. Pour l'instant, on a été très discret, on a fait juste un seul article. Mais parce que c'est nouveau pour nous. Merci. Puis donc, tu as répondu à la question qu'est-ce que c'était anonymiser une situation. Je pense qu'on peut... Bon, il y aurait encore énormément de choses à dire, puis c'est très, très intéressant. On va laisser le professeur Gilles nous donner voilà, sa réflexion, sa synthèse sur les échanges qu'on vient d'avoir. Monsieur Gilles. Je souhaitais surtout remercier Nicolas Roumagne et Mathilde Lucas pour leur témoignage. Voilà, c'est un témoignage de vie, quoi. Un témoignage de vie collective qui devient communautaire et qui même a l'humilité de quêter sa légitimité. En fait, en éthique, la légitimité ne
ne se discute pas dès lors que l'objectif est de penser les pratiques. Et je crois que ça, c'est vraiment au cœur du dynamisme de la réflexion éthique. Ne pas accepter des pratiques mécaniques, se laisser toucher, se laisser interroger. À plusieurs reprises, Nicolas, vous avez évoqué cette boule au ventre et je pense effectivement qu'elle est le meilleur affect mobilisateur parce que cette boule au ventre, c'est ce qu'on peut appeler l'angoisse éthique, qui n'est pas une angoisse paralysante, mais c'est une angoisse qui donne du mouvement, se laisser toucher, ne pas être indifférent, surmonter la quotidienneté et l'habitude de situation. Et je crois effectivement qu'aujourd'hui, l'angoisse éthique appuyée sur la sollicitude est le meilleur garant, me semble-t-il, d'une éthique de proximité qui est celle que vous montrez. Éthique de la personne, vous l'avez dit, et éthique de la situation aussi, puisque évidemment, chaque personne est un élément d'un contexte environnemental, humain, mais pas aussi qu'humain, et à travers laquelle cette situation se décline. Alors, bien sûr, il y a des questions légitimes qui se posent, on les a vues dans les questions posées, quoi. Comment ça produit des effets? C'est-à-dire comment une réflexion éthique au quotidien des vies et des vies institutionnelles peut être performative, c'est-à-dire capable de changer quelque chose. Bon. Je pense que cette interrogation est, me semble-t-il, subsidiaire dès lors que la réflexion éthique est, parce que la réflexion éthique, vous l'avez démontré, elle n'est pas confidentielle. Elle est au monde, elle est aux autres. Et donc, elle s'inscrit dans une parole qui est déjà action. Une parole qui est action, une parole qui se dit, vous vous rassemblez, vous en parlez, et comme vous l'avez dit, sans vous fixer sur des méthodologies spécifiques. Le temps viendra toujours d'affiner peu à peu les choses, mais là n'est pas l'essentiel. L'essentiel est seulement, me semble-t-il, dans cette capacité à s'interroger et à s'interroger en groupe. Ce qui fait que vous faites obligatoirement de la méthodologie sans le savoir. On peut mettre des mots entre une éthique de conviction, ce qu'on croit qu'il faut faire, et une éthique de responsabilité, c'est-à-dire quelles sont les conséquences de ce que je fais au quotidien. Donc, je crois effectivement que votre projet est un exemple qu'une éthique déconcentrée est possible et que effectivement une pensée éthique qui irrigue le système de santé médico-social doit fonctionner en un vaste réseau dont chacun ne doit pas se sentir exclu. Tout le monde doit faire part, doit prendre part à cette réflexion éthique parce que c'est un exercice de pensée qui répond à la capacité de s'interroger sur que faut-il faire pour bien faire. Et je crois effectivement que ce questionnement a une importance considérable puisque il peut transformer des actes mécaniques en actes porteurs de sens. Aujourd'hui, une grande partie de la souffrance des soignants, c'est essentiellement une perte de sens du métier. Et je crois que ces structures éthiques, dès lors que la culture éthique imprègne nos comportements de soignants ou d'accompagnateurs, eh bien évidemment, les conditions sont alors requises pour que les missions que nous avons, que vous avez à exercer, prennent du sens. C'est donner sens à la vie des soignants et des accompagnateurs qui ont
besoin de ressentir, voilà, ressentez-vous, de ressentir que le métier d'accompagnateur et de soignant n'est pas un métier comme les autres, quoi. Et c'est un métier qui affronte à la vulnérabilité et qui, du coup, revient en miroir sur nous-mêmes pour nous interroger. Alors, vous êtes dans le temps, là, du travail en commun, et bien sûr que viendra aussi le temps d'une diffusion en dehors comme vous l'avez fait pour vos autres activités. On vous voit dans un très grand nombre de manifestations dire ce que vous faites, et l'éthique, elle fait aujourd'hui partie non seulement de ce que vous faites, mais de ce que vous êtes. Et ça me paraît le message fondamental et me semble-t-il le plus touchant des paroles que vous avez prononcées tous les deux. Merci d'avoir animé ce webinaire à d'autres rencontres. Et une seule consigne, si je peux m'en permettre une, continuez. Allez-y. Merci à tous et à toutes. Et à bientôt. Merci beaucoup à tout le monde. Et puis, nous mettrons, si les intervenants en sont d'accord, le replay du webinaire en ligne pour que d'autres puissent profiter et puissent continuer à vivre et profiter à d'autres personnes. Merci beaucoup, en tout cas, pour Au revoir. ça. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.